Le crime de l'Orient Express. Agatha Christie. À 5 heures du matin, en plein hiver, à la gare d'Alep, en Syrie, le train appelé pompeusement Taurus Express par tous les guides de chemin de fer attendait le départ. Devant la portière du wagon-lit, un jeune lieutenant de l'armée française, dans son bel uniforme, était en pleine conversation avec un petit homme mince, emmitouflé jusqu'aux 2 oreilles, dont on ne voyait rien excepté le bout rose de son nez et les 2 pointes recourbées vers le haut de sa moustache. Il faisait un froid glacial, et plus d'un se serait plaint de devoir accompagner à la gare un visiteur de marque. Mais le lieutenant Dubosc effectuait son devoir vaillamment. Quelques paroles aimables s'échappaient de ses lèvres dans un français parfait. Il ignorait tout cependant des raisons de la visite de cet homme. Ce Belge avait débarqué un beau jour, d'Angleterre apparemment. Dubosc avait surpris en partie une conversation entre son supérieur et lui. « Vous nous avez sauvés, mon cher. Vous avez sauvé l'honneur de l'armée française. » Ce à quoi l'étranger, un certain Hercule Poirot, avait formulé une réponse élégante, enrobée de quelques formules de politesse. Bien que ne sachant toujours pas de quoi il retournait, le lieutenant Dubosc s'était vu confier la mission d'accompagner M. Poirot à la gare, et il s'en chargeait avec tout le zèle et toute l'ardeur d'un jeune officier à la carrière prometteuse. « Demain soir lundi, dit le lieutenant Dubosc, vous serez à Istanbul. » Ce n'était pas la première fois qu'il faisait cette remarque, mais les conversations de quai de gare ont tendance à avoir un caractère quelque peu répétitif. « Espérons que le Taurus ne se retrouvera pas bloqué par la neige. »« Eh bien, espérons, » répondit Poirot. « La météo n'est pas très bonne pour l'Europe centrale. Elle est même très mauvaise. Il neige sur les Balkans, d'après ce que j'ai entendu. Enfin, poursuivit rapidement le lieutenant Dubosc, tandis que le silence semblait sur le point de s'installer à nouveau, demain soir, à 19h40, vous serez à Constantinople. »« Oui, fit Poirot. J'ai entendu dire que Sainte-Sophie était magnifique, enchaîna-t-il dans le but d'entretenir désespérément la conversation. Sublime, même. Au-dessus de leur tête, le rideau d'un des compartiments du wagon-lit était relevé et une jeune femme se pencha par la fenêtre. Marie de Benham avait peu dormi depuis son départ de Bagdad le jeudi précédent. Elle n'avait réussi à trouver le sommeil ni pendant le voyage à destination de Kirkouk, ni à l'hôtel de Mossoul, ni la nuit dernière dans le train. À présent, lassée de la chaleur étouffante de son compartiment surchauffé, elle s'était levée pour observer ce qui se passait à l'extérieur. « Ce doit être Alep. Il n'y a encore rien à voir, comme d'habitude. Juste un quai interminable, mal éclairé, pensa-t-elle. On entendait au loin le bruit d'une violente altercation en arabe. 2 hommes sous sa fenêtre parlaient en français. L'un était officier, l'autre petit avec une énorme moustache. Le conducteur du wagon-lit s'approcha d'eux. Le train était sur le point de partir, et il fallait que monsieur monte à bord. Malgré ses préoccupations, Marie de Benham sourit. Quelle drôle d'allure il avait, ce petit bonhomme, du genre de ceux que l'on peut difficilement prendre au sérieux. « Voilà, monsieur. » Le conducteur montra à Poirot, d'un geste théâtral, la beauté de son compartiment et l'endroit où il avait déposé ses bagages. « J'ai mis la petite valise de monsieur ici. » Sa main tendue attendait un pourboire, et Hercule Poirot y glissa un billet soigneusement plié. « Il y a peu de voyageurs, j'imagine, dit-il. « En effet, monsieur, il y en a seulement 2 Anglais, un colonel qui rentre d'Inde et une jeune femme en provenance de Bagdad. Désirez-vous autre chose, monsieur ?» Poirot demanda une petite bouteille de Perrier. 5 heures du matin était loin d'être une heure appropriée pour monter à bord d'un train. N'ayant pas réussi à dormir une bonne partie de la nuit, mais satisfait d'avoir accompli avec succès une mission délicate, M. Poirot se pelotonna dans un coin et s'endormit. Il se réveilla à 9h30 et quitta son compartiment pour se rendre au wagon-restaurant et boire un café chaud. Un seul autre passager s'y trouvait, la jeune femme anglaise dont le conducteur lui avait parlé. Elle était grande, mince et brune, et devait avoir environ 28 ans. Elle prenait son petit déjeuner avec le calme et l'efficacité de ceux qui ont l'habitude de voyager. M. Hercule Poirot, n'ayant rien de mieux à faire, s'amusait à l'observer sans qu'elle ne s'en rende compte. C'était, jugea-t-il,
le genre de jeune femme qui savait aisément faire face à toutes les situations, partout où elle allait. Il aimait assez la régularité sévère des traits de son visage et la pâleur délicate de sa peau, mais elle était, décida-t-il, juste un peu trop pragmatique pour être ce que l'on appelait une jolie femme. Au bout d'un certain temps, une autre personne arriva. Un homme assez grand, entre 40 et 50 ans. Il était maigre, bronzé, et ses cheveux étaient légèrement grisonnants autour des tempes. Le colonel d'Inde, se dit Poirot. Le nouvel arrivant salua la jeune femme d'un petit signe de la tête. Bonjour, Miss de Benham. Bonjour, colonel Arbuthnot. Le colonel était debout, la main posée sur la chaise en face d'elle. Vous n'y voyez pas d'objection demanda-t-il. Bien sûr que non, asseyez-vous. Le colonel s'exécuta et commanda des œufs et du café. Ses yeux s'attardèrent un instant sur Hercule Poirot, puis s'en détachèrent avec indifférence. Poirot, pour qui l'esprit anglais n'avait aucun secret, sut que le colonel avait dû penser encore un de ces fichus étrangers. Au déjeuner, le colonel et la jeune femme partagèrent la même table à nouveau, et une fois encore, ils ignorèrent complètement le troisième passager. Leur conversation fut plus animée que précédemment. Ils se découvrirent quelques amis en commun, ce qui eut pour effet immédiat de rendre leur comportement, l'un vis-à-vis de l'autre, plus amical et moins distant. Le colonel lui demanda si elle rentrait directement en Angleterre ou si elle s'arrêtait à Istanbul. « Non, je rentre directement. »« Eh bien, j'en suis ravi, car moi aussi. » Il inclina la tête maladroitement tout en rougissant légèrement. « Il n'est pas insensible au charme de cette jeune fille, notre colonel, » remarqua Hercule Poirot avec un certain amusement. « Il y a autant de dangers à voyager en train qu'en bateau. » Plus tard, alors que le train traversait les paysages magnifiques du Taurus, Poirot surprit quelques bribes de leur conversation. « C'est si beau, si seulement je pouvais en profiter, » entendit-il la jeune femme murmurer. « J'aimerais tant pouvoir faire en sorte que vous ne soyez pas mêlé à tout ça, » dit Arbuthnot. « Taisez-vous, je vous en prie, taisez-vous. Ne vous inquiétez pas. » Il lança un regard légèrement ennuyé en direction de Poirot. « Tout de même, je n'aime pas l'idée de vous savoir gouvernante, à l'entière disposition de mères tyranniques et de leurs gosses agaçants, poursuivit-il. Quelle drôle de comédie que celle qui est en train de se dérouler sous mes yeux, pensa Poirot. Plus tard, il se souviendrait de cette pensée. Ce soir-là, à environ 23h30, ils arrivèrent à Konya. Les deux voyageurs anglais descendirent du train pour se dégourdir les jambes. Ils s'éloignèrent le long du quai enneigé. Poirot se prépara avec soin, s'emmitouflant de plusieurs manteaux et écharpes, et recouvrant ses bottes parfaitement cirées de protection en caoutchouc. Ainsi vêtu, il descendit précautionneusement du train et commença à faire quelques pas. Il entendit des voix et fut ainsi informé de la présence de deux silhouettes indistinctes dans l'ombre d'un fourgon de marchandises. « Marie, » disait Arbuthnot. La jeune femme l'interrompit. « Pas maintenant. Quand tout sera terminé. Quand ce sera derrière nous, alors... » Discrètement, M. Poirot fit demi-tour. « Curieux, » murmura-t-il. Le jour suivant, les deux voyageurs ne s'adressèrent pratiquement pas la parole. La jeune femme, remarqua Poirot, semblait préoccupée. Elle avait des cernes sous les yeux. Il était 14h30 lorsque le train s'immobilisa. Poirot se pencha par la vitre et échangea quelques mots avec le conducteur qui passait en courant. Il rentra la tête et, en se retournant, se retrouva face à face avec Marie de Benham. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle en français, le souffle court. « Pourquoi le train est-il à l'arrêt ?»« Un feu s'est déclaré sous le wagon-restaurant. Il n'y a aucun danger, mademoiselle, je vous assure. » Elle fit un petit geste brusque. « Oui, je comprends. Et pour l'heure ?»« L'heure ? Nous ne pouvons pas nous permettre d'être en retard. Le train doit arriver à 18h55. Il faut que les passagers puissent traverser le Bosphore et attraper le Simplon Orient Express de l'autre côté de la rive à 21h. S'il y a 1 heure ou 2 de retard, nous manquerons la correspondance. » Poirot la regarda avec curiosité. Elle était appuyée contre le rebord de la fenêtre d'une main fébrile, et ses lèvres tremblaient, elles aussi.
Est-ce si important pour vous, mademoiselle? Oui, je dois prendre ce train. Elle fit demi-tour et alla rejoindre le colonel Arbuthnot. 10 minutes plus tard, le train repartit. Il n'arriva à Haïda-Passar qu'avec 5 minutes de retard. Le Bosphore était agité, et M. Poirot trouva la traversée fort déplaisante. Sur le bateau, il se retrouva séparé de ses compagnons de voyage et ne les revit plus. Une fois arrivé au pont de Galata, Hercule Poirot se rendit directement à l'hôtel Tocatlian. Il demanda une chambre avec salle de bain et se renseigna pour savoir s'il y avait du courrier pour lui. Il avait reçu 3 lettres et un télégramme. Il ouvrit celui-ci avec soin et en prenant tout son temps comme d'habitude. Rebondissements qu'aviez prédits dans Affaire Kastner sont survenus de manière inattendue. Revenez immédiatement. Il faut que je reparte ce soir, dit-il au concierge. À quelle heure part le Simplon Orient? À 21h, monsieur. Pouvez-vous me trouver un compartiment en première classe? Bien sûr, monsieur, ça ne pose aucun problème à cette période de l'année. Les trains sont pratiquement vides. Jusqu'où allez-vous? Londres. Bien, monsieur, je vais vous prendre un billet pour Londres et vous réserver un compartiment dans la voiture Istanbul-Calais. Poirot jeta un coup d'œil à la pendule. Ai-je le temps de dîner? Bien sûr, monsieur. Le petit Belge traversa le hall en direction du restaurant. Tandis qu'il passait commande auprès du serveur, il sentit une main se poser sur son épaule. « Ah, mon vieux! Mais quelle joie inattendue !» Son interlocuteur était un petit homme corpulent et assez âgé, avec les cheveux coupés en brosse. Il souriait avec ravissement. Poirot se leva d'un bond. « Monsieur Bouc! Monsieur Poirot !» Monsieur Bouc était belge. Il dirigeait la Compagnie internationale des wagons-lits et il connaissait Poirot, ancienne célébrité de la police belge depuis de nombreuses années. « Vous êtes bien loin de chez vous, mon cher, dit monsieur Bouc. J'avais quelque chose à régler en Syrie. Et quand repartez-vous? Ce soir, répondit Poirot. Magnifique, moi aussi. Vous voyagerez à bord du Simplon Orient, je présume. Oui, j'avais l'intention de rester ici quelques jours, mais je viens de recevoir un télégramme me rappelant en Angleterre pour une affaire importante. Ah, soupira M. Bouc, les affaires. Mais vous êtes très demandé à présent, mon vieux. Sans doute à cause de quelques-uns de mes vieux succès. Hercule Poirot essaya de paraître modeste, mais échoua manifestement. M. Bouc éclata de rire. « À plus tard, dit-il. » Il n'y avait environ qu'une demi-douzaine de personnes dans le restaurant, et 2 d'entre elles éveillèrent l'intérêt d'Hercule Poirot. Il s'agissait de 2 hommes à une table proche de la sienne. Le plus jeune, qui avait tout l'air d'être américain, semblait sympathique et devait avoir une trentaine d'années. C'était son camarade, toutefois, qui avait attiré l'attention du petit détective. Cet homme devait avoir entre 60 et 70 ans. De près, il avait l'aspect terne d'un philanthrope. Seul son regard démentait cette impression. Il avait de petits yeux profondément enfoncés et rusés. Tandis que l'homme balayait la salle du regard, celui-ci s'arrêta sur Poirot un instant, et pendant une fraction de seconde, il refléta une certaine malveillance et une tension anormale. Puis l'homme se leva. « Payez l'addition, Hector, » dit-il d'une voix légèrement rauque, douce et dangereuse à la fois. Lorsque Poirot rejoignit Bouc dans le hall, les 2 autres hommes étaient alors en train de sortir de l'hôtel. « Dites-moi, demanda Poirot, que pensez-vous de ces 2-là? Le jeune homme a l'air tout à fait charmant. Et l'autre? À dire vrai, mon ami, il m'a fait une impression désagréable. Et vous? Hercule Poirot attendit un peu avant de répondre. Lorsqu'il est passé près de moi dans le restaurant, j'ai eu le sentiment très fort que le mal en personne venait de me frôler de très près. Cet Américain respectable, cet Américain respectable. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et le concierge de l'hôtel s'approcha d'eux. Il paraissait préoccupé et désolé. « Monsieur, dit-il à Poirot, il ne reste plus un seul lit de disponible en première classe. »« Comment » s'écria M. Bouc. « À cette période de l'année ?»« C'est ainsi, monsieur, » expliqua le concierge en se tournant respectueusement vers lui. « Bien, n'ayez crainte, mon ami, fit M. Bouc en s'adressant à Poirot. Nous allons trouver un arrangement. Il y a toujours un compartiment, le numéro 16 qui reste vide. Le conducteur y veille. » À la gare, M. Bouc fut accueilli par un conducteur des wagons-lits en uniforme marron. « Bonsoir, monsieur. Vous avez le compartiment numéro 1. »
Les porteurs des wagons-lits avancèrent jusqu'au milieu du wagon sur lequel les plaques indiquaient la destination Istanbul, Trieste, Calais. « Vous êtes complet ce soir, d'après ce qu'on m'a dit. »« C'est incroyable, monsieur. Tout le monde a décidé de voyager ce soir. »« Tout de même, il faut absolument que vous trouviez de la place pour ce monsieur, » expliqua M. Bouc. « C'est un ami à moi. Vous n'avez qu'à lui donner le numéro 16. »« Il est déjà pris. »« Quoi ? Mais que se passe-t-il ? Est-ce qu'il y a une conférence quelque part ? Ou bien il s'agit d'un groupe ?» demanda M. Bouc en colère. « Non, monsieur. Il se trouve juste que beaucoup de gens ont choisi de voyager ce soir. »« N'y a-t-il plus aucun lit de libre en 2e classe ?»« Ne vous donnez pas tant de peine, mon ami, fit Poirot. Je vais voyager dans un wagon ordinaire. »« Hors de question. » M. Bouc se tourna à nouveau vers le conducteur. « Est-ce que tous les passagers sont là ?»« Non, en effet, c'est vrai. L'un d'eux n'est pas encore arrivé. » Il parlait lentement, avec hésitation. « Le lit numéro 7, en 2e classe. L'homme n'est pas encore arrivé et il est 20h54. Qui est-ce ? » Le conducteur consulta sa liste. « Un certain monsieur Harris. »« Transportez les bagages de monsieur jusqu'au numéro 7, » décréta M. Bouc. « Si monsieur Harris arrive, nous nous arrangerons d'une façon ou d'une autre. » Le conducteur échangea quelques mots avec le porteur de Poirot et lui indiqua où transporter les bagages. Puis il s'écarta pour laisser Poirot monter dans le train. « L'avant-dernier compartiment, monsieur. » À l'intérieur se trouvait le jeune Américain de l'hôtel Tocatlian. Il fronça les sourcils en voyant Poirot entrer. « Excusez-moi, fit-il. Je crois que vous avez une erreur, poursuivit-il dans un français laborieux. Poirot lui répondit en anglais. « Êtes-vous monsieur Harris ?»« Non, je m'appelle McQueen, Mais à ce moment, la voix du conducteur parvint par-dessus l'épaule de Poirot. « Il n'y a aucun autre lit de disponible. Cet homme va devoir rester ici. »« Voilà, monsieur, dit-il à Poirot. Tout est arrangé. Vous avez le lit du dessus, le numéro 7. Nous allons partir dans 1 minute. » Un coup de sifflet retentit. Soudain, il y eut une secousse. Les 2 hommes se retournèrent et regardèrent par la vitre les lumières du quai qui défilaient lentement devant eux. L'Orient Express était en route pour un voyage de 3 jours à travers l'Europe.